Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration en profondeur. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une source vraiment fascinante. C'est le livre Mieux comprendre l'aïkido, de la technique à la voix intérieure, écrit par Thierry Minkowski. Et je suis ravie d'en parler parce que notre mission là, c'est pas juste de faire un catalogue de prises d'arts martiaux, tu vois. Non, tout à fait. Ce serait un peu réducteur pour le coup. Ouais, exactement. L'idée, c'est vraiment de déconstruire cette aura un peu mystérieuse, les clichés qu'on a sur l'aïkido, pour en extraire une philosophie applicable au quotidien. Surtout pour désamorcer les conflits ou même gérer la surcharge d'infos modernes sans finir complètement épuisé. D'ailleurs, ceux qui ont accès à la vidéo verront que le décor virtuel derrière toi a changé. Ah oui, c'est vrai. L'équipe a mis en place un dojo japonais très traditionnel. C'est ça, avec une lumière super douce, des tatamis, c'est très serein. Et cette ambiance visuelle, elle est vraiment en adéquation parfaite avec le propos de Minkowski. Ce silence, cette sobriété qu'on voit, ça reflète l'état mental que le pratiquant d'aïkido cherche à atteindre. Mais le livre nous rappelle très vite que cette fameuse sérénité, c'est pas du tout un état naturel. Ah non, c'est clair. C'est une construction hyper complexe. En fait, derrière la fluidité esthétique des mouvements que tout le monde connaît, se cache une architecture relationnelle d'une précision vraiment chirurgicale. Et c'est justement cette mécanique, quand on la transpose à nos interactions de tous les jours, qui rend l'analyse de ce texte si pertinente pour nous. Ouais, et pour bien saisir l'ampleur de cette mécanique, l'auteur nous ramène vraiment aux origines. Et c'est assez saisissant parce que l'aïkido, ça sort pas de l'imagination d'un vieux sage isolé sur sa montagne qui prêche la paix absolue. Pas du tout, non? Non, l'héritage, c'est littéralement la guerre. Le fondateur, Morie Ueshiba, il maîtrisait le Daitoriru Jujitsu. C'est une discipline féodale où le but premier, c'était vraiment la destruction rapide et définitive du gars en face sur un champ de bataille. Le livre rappelle même un détail historique assez dingue, son premier dojo à Tokyo, le Kobukan, on le surnommait le dojo de l'enfer. Le dojo de l'enfer, oui. Ça pose le cadre. C'est ça. On sourit un peu aujourd'hui en voyant, ces séminaires d'entreprise vendus comme des expériences extrêmes. Mais dans le Kobukan des années 20, l'enjeu, c'était littéralement de survivre à l'intensité brutale de l'entraînement. Et ce contraste, il est fondamental. C'est même le moteur de l'évolution de la discipline. Minkowski montre bien que l'aïkido s'apporte indéniablement l'ADN de la létalité. C'est-à-dire, Les clés articulaires, les déséquilibres, tout l'arsenal biomécanique en fait. Ça vient d'une logique de survie pure et dure. Mais Ueshiba, c'est justement parce qu'il a poussé cette exploration de la violence jusqu'à son paroxysme absolu qu'il a fini par en toucher les limites. Les limites psychologiques et spirituelles, je veux dire. L'auteur insiste beaucoup là-dessus. La révolution, ça n'a pas été de jeter ces techniques redoutables à la poubelle. ok, décortiquons ça, parce que c'est le point de bascule. Minkowski situe ça autour de l'année 1925, c'est bien ça? Exactement, 1925. Voilà. Et le récit décrit une vraie révélation spirituelle chez Ueshiba. D'un coup, il prend conscience que l'obsession de vaincre l'autre, c'est une impasse, c'est un puissant fond. La victoire ultime, c'est plus d'écraser la menace, mais d'arriver à un état où la notion même d'ennemi n'existe plus. Ce qui est fascinant ici, c'est l'exigence incroyable de ce changement de paradigme. La technique, physiquement, elle reste implacable. Mais l'intention derrière, elle change du tout au tout. Le but devient la pacification. Dans cette philosophie du non-combat, on arrête de répondre à la force par une force opposée, parce que ça crée juste de l'escalade. L'objectif, c'est d'absorber l'énergie de l'agression, de la transformer. Le partenaire, c'est plus un mur à détruire, c'est un flux à rediriger, en gros. Voilà, c'est tout à fait ça. Et si on transpose ça au quotidien, pour ceux qui nous écoutent, l'analogie est super puissante. Imaginons une agression verbale au bureau, une critique frontale en pleine réunion par exemple. Situation classique. Notre réaction physiologique et instinctive, c'est la crispation. On se tend et on contre-attaque ou on se justifie agressivement. C'est le fameux mur contre le mur. Mais l'approche de Minkowski, elle suggère de ne pas offrir de surface de résistance. De laisser passer l'attaque, en quelque sorte. C'est ça. On entend, on absorbe l'intention, mais sans la prendre personnellement. On esquive psychologiquement pour ramener la conversation sur un terrain constructif. On laisse l'agressivité de l'autre tourner à vide. Mais pour arriver à ce niveau de détachement dans la vie active, il faut un entraînement rigoureux. C'est pas inné. Et le livre accorde une importance capitale à l'espace où ça se passe, le dojo. Minkowski est très clair là-dessus. Le dojo, c'est pas une salle de gym classique. Non, c'est vraiment autre chose. C'est une frontière mentale,
Franchir le seuil, ça demande de se dépouiller de son ego. Et le rituel du salut l'illustre à la perfection. Ah oui, le salut. On a tous en tête cette image du salut rituel sur les tatamis. Vu de l'extérieur, on pourrait se dire que c'est un folklore un peu daté ou même une espèce de soumission hiérarchique au prof. C'est une erreur commune, oui. Mais l'auteur démonte complètement cette idée. Le salut, c'est la base d'un contrat de confiance invisible, mais total. Quand deux personnes s'inclinent, elles s'accordent silencieusement sur une prise de risque mutuelle. C'est un pacte, en fait. Ouais. L'un attaque avec une vraie intention sincère et l'autre applique une technique puissante, mais avec la promesse absolue de ne pas blesser. Et sans ce cadre de sécurité instauré par l'étiquette, on serait complètement paralysé par notre instinct de survie. Le salut, c'est ce qui autorise la vulnérabilité sur le tatami. Et d'ailleurs, Minkowski prolonge cette réflexion sur l'introspection en parlant d'un autre symbole très fort sur le plan vestimentaire cette fois, le hakama. Ah, la fameuse jupe-culotte noire ou bleue très large. C'est amusant parce qu'on entend souvent cette vieille légende urbaine qui dit que le hakama, ça servait aux samouraïs à cacher leurs pieds pour surprendre l'adversaire. Ce qui est historiquement très discutable. Très discutable, oui. Mais ce que je trouve brillant dans l'analyse de Minkowski, c'est sa vision moderne de la chose. Pour lui, le hakama ne cache rien du tout. C'est un miroir implacable. Le tissu est tellement ample qu'il amplifie visuellement la moindre crispation. Les hésitations, les défauts d'ancrage, la moindre tension intérieure se voit instantanément dans les plis du vêtement. Si on relie ça à une vision plus globale, cette histoire de hakama nous amène direct au cœur de la mécanique corporelle de l'aïkido. Le concept de shise, c'est-à-dire la posture suste. L'auteur explique que tu ne peux pas espérer projeter ou contrôler quelqu'un si tu ne sais pas tenir toi-même. Faut trouver son propre axe d'abord. Exactement. Vouloir forcer une technique juste avec les muscles de ses bras, ça montre un ego qui veut absolument gagner. Le vrai mouvement, il naît du hara, le centre de gravité du corps, juste sous le nombril. Et ce centre, il est indissociable du souffle, le koku. Le texte est très précis là-dessus. Faut trouver son propre centre par la respiration ventrale avant de gérer la pression de l'extérieur. Et ça, c'est terriblement actuel. Face à nos avalanches de mails ou aux urgences permanentes, notre premier réflexe est souvent de s'agiter dans tous les sens. La panique totale, souvent. Voilà. Alors que l'enseignement du livre, c'est que la toute première chose à faire, c'est de s'ancrer. Retrouver son axe par la respiration pour pouvoir agir avec clarté, plutôt que de réagir sous le coup du stress. Et c'est cet ancrage qui va changer notre façon de voir la menace. Dans beaucoup de disciplines, l'attaque, c'est un problème urgent qu'il faut détruire. Mais l'aïkido inverse totalement la perspective. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Minkowski explique que l'attaque, que ce soit un coup de poing ou une saisie très forte, c'est pas vu comme une violence destructrice, mais comme une invitation. C'est un cadeau. Un acte de générosité pédagogique, pour reprendre ces termes. C'est un concept fou. Celui qui attaque le uke, il offre son énergie de manière sincère. Sans cette énergie, sans ce cadeau, le mouvement de défense ne peut même pas exister. Il n'y a pas de magie, il faut un carburant. Mais pour utiliser ce carburant, cette énergie, il faut savoir gérer la relation. L'auteur introduit ici le Mahai et le Tai Sabaki. Le Mahai, c'est la distance. Mais pas juste les mètres ou les centimètres entre deux personnes. C'est plus subtil que ça. Beaucoup plus subtil. C'est une distance vivante, une rythmique. Si on reprend l'exemple d'une négociation tendue au travail, être trop près émotionnellement, c'est prendre la colère de l'autre en pleine face et perdre ses moyens. Être trop loin, c'est rompre le dialogue. Le Mahai, c'est ajuster constamment cette distance de sécurité. Et quand l'attaque franchit cette distance, la réponse n'est jamais de reculer en ligne droite. C'est là qu'intervient le Tai Sabaki, l'art du déplacement circulaire. L'idée, c'est de pivoter, de sortir de l'axe pour transformer la ligne droite de l'agression en une grande spirale. On s'enroule avec le conflit au lieu de se fracasser contre lui. Et Minkowski parle de deux façons de faire ça, omote et ura. Les deux visages du mouvement. Omote, c'est l'entrée frontale, positive. On entre direct dans l'action, ce qui demande une présence mentale assez incroyable. Et ura, c'est l'enveloppement. On contourne, on absorbe par l'extérieur. Et peu importe le visage qu'on choisit, ça mène souvent à deux issues. Les projections, Najawaza, ou les immobilisations, Osaewaza. Et là encore, le livre démystifie le côté spectaculaire. Quand on voit un pratiquant faire voler l'autre à l'autre bout de la pièce, le but, c'est pas de l'écraser au sol. La projection Najawaza, c'est juste guider l'énergie de l'attaquant jusqu'à son épuisement naturel. On crée le vide et il tombe dedans.
Pareil pour les immobilisations, Ikkyo, Sankyo, c'est pas des tortures articulaires, c'est des moyens de stabiliser une situation sans rien casser. On fige l'intention agressive. Ce qui nous amène à une notion fondamentale, souvent ignorée du grand public. Le zanshin, l'esprit qui demeure. C'est l'instant juste après la technique, non? Exactement. Le partenaire est au sol, immobilisé. On pourrait se dire « c'est bon, j'ai gagné, on passe à autre chose ». Mais non. Conserver le zanshin, c'est garder une attention totale, maintenir le lien postural et mental. L'agression est neutralisée, mais on ne relâche pas le respect. On ne tourne jamais le dos à quelqu'un qui vient de chuter. C'est une philosophie de paix très profonde. Mais ça soulève un sacré paradoxe que l'auteur explore. Si c'est une voie de paix absolue, pourquoi on s'y entraîne autant avec des armes traditionnelles mortelles? Le lourd sabre de bois, le bokken, le bâton, le jo, ou même le tanto, le couteau. Pourquoi s'encombrer de ça? Minkowski justifie ça en parlant d'amplification. Les armes, héritées des années d'Ueshiba et Iwama, elles ne pardonnent rien. À main nue, si t'es mal positionné, tu peux tricher avec tes muscles. Mais avec un sabre d'1 mètre de long, le moindre défaut d'axe, c'est flagrant. L'arme t'oblige à avoir une géométrie corporelle absolument parfaite. Ouais, l'erreur devient visible. Et il y a un passage fascinant sur le travail contre le couteau, le tanto. Psychologiquement, voir une lame pointée vers soi, même en bois, le corps se fige. C'est l'instinct de fuite. L'auteur explique que s'entraîner à approcher ce danger encore et encore, c'est fait pour recabler le système nerveux. C'est vaincre la crispation viscérale. C'est ça. Le but, c'est pas juste de désarmer le partenaire, c'est de désarmer sa propre terreur intérieure pour garder l'esprit clair. Et cette maîtrise de soi, cette discipline pour vaincre la peur, ça nous amène logiquement à la question des grades. La fameuse ceinture noire. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Parce qu'il n'y a pas de compétition en aïkido, pas de championnat, pas de médaille. Comment on évalue cette fameuse ceinture noire? L'absence de compétition, c'est génial, parce que ça supprime le besoin de battre quelqu'un d'autre. Le seul adversaire, c'est soi-même. Minkowski nous rappelle un truc essentiel. La ceinture noire, le shodan, ça veut littéralement dire le premier niveau. C'est pas la fin de l'apprentissage? Pas du tout. L'auteur dit presque avec humour que c'est le moment où le pratiquant arrête de trébucher sur ses propres pieds. C'est là que la vraie recherche commence. Et cette recherche, c'est pas d'accumuler 1000 techniques différentes. C'est plutôt la maturité et l'effacement. Le stade ultime, au-delà des grades, c'est quand la technique devient invisible. On est juste dans la présence. Une simple posture suffit à faire avorter le conflit. D'ailleurs, comment l'auteur explique-t-il qu'à partir de cette même essence, on ait aujourd'hui des styles d'aïkido visuellement si différents? Ah, ça montre que l'art est vivant. Après le fondateur, plusieurs branches ont émergé. L'aikaika, c'est le courant central, fluide et universel. Mais tu as aussi le Yoshinkan, avec une rigueur géométrique incroyable, au point d'être enseigné à la police anti-émeute de Tokyo. À l'opposé, l'école Kobayashi cherche une souplesse immense, très douce. Et l'Iwamaryu garde vraiment la puissance brute des armes, du fondateur. Oui, et Minkowski montre bien que ce ne sont pas des trahisons du message originel. Ce sont juste des chemins différents sur la même montagne. L'essence reste la même. Le hara, le taisabaki, la résolution pacifique. Ça permet à chacun de trouver la méthode qui résonne avec sa propre nature. C'est pour ça que la synthèse de ce livre est si brillante. En déconstruisant la mécanique d'une attaque et d'une chute, Minkowski nous offre une métaphore incroyable pour la vie moderne. L'harmonie, c'est pas l'absence de problème. Des obstacles, il y en aura toujours. La vraie harmonie, c'est d'être capable de traverser la confrontation sans perdre son centre de gravité. Que ce soit sur un tatami ou face à une pression professionnelle énorme, les principes d'ancrage et de non-opposition restent d'une efficacité redoutable. Cela soulève une question importante, pour terminer. Une question que suggère le livre, quand il parle de la chute, le rôle de Uke. Vas-y, je t'écoute. Le yukemi, l'art de chuter en aïkido, n'est jamais vu comme une défaite. C'est l'art d'absorber l'impact avec le sol en sécurité pour pouvoir se relever immédiatement. C'est une continuité du mouvement libre. Tomber pour mieux rebondir, en fait. Exactement. Et si on transpose ça à notre résilience psychologique? Dans notre société, la chute, l'échec professionnel ou personnel, c'est vu comme un drame absolu. Mais et si ces moments où la vie nous jette à terre n'étaient pas des impasses? Et si c'était exactement le type de chute dont notre cerveau a besoin pour apprendre à accompagner les coups durs sans se briser? C'est une idée puissante. S'entraîner à tomber volontairement et avec fluidité, ça pourrait vraiment recabler notre peur de l'échec. Parce que si on n'a plus peur de tomber, on n'hésite plus à s'engager pleinement.
Tout à fait. C'est une réflexion fascinante à laisser mûrir. Superbe pensée provocatrice pour conclure. Un grand merci pour cette analyse vraiment riche. Il ne nous reste plus qu'à essayer de garder notre centre, même face aux grosses bourrasques du quotidien. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle exploration en profondeur.